Dans cette présentation, débutée en Scala entre incompréhension et forte compréhension, je vais vous expliquer comment j'ai appris à programmer en Scala à la sortie de mes études. Donc, pour me présenter rapidement, j'ai été diplômée de l'INSA de Toulouse en 2016. J'ai trouvé mon premier emploi à Tabmo en début d'année en tant que développeuse back-end en Scala. Tabmo, c'est une entreprise qui a été fondée en 2013, qui est spécialisée dans l'achat programmatique sur mobile. Donc ici, je fais partie de l'équipe recherche et développement, donc comme je vous l'ai dit, plus particulièrement l'équipe back-end. On est chargé du développement des API, principalement en Scala, pour notre plateforme Hawk. Cette plateforme, elle permet aux annonceurs et aux agences médias de gérer la totalité de leur processus d'achat et de diffusion en temps réel de leur campagne publicitaire sur mobile. Jusqu'alors, j'avais eu la chance d'avoir reçu une formation plutôt orientée objet avec beaucoup de Scala, mais j'ai aussi eu un aperçu de ce que pouvait être la programmation impérative et fonctionnelle à travers des langages comme Prolog, OCaml ou encore Dr. Racket. C'est une sorte de Lisp simplifiée pour les étudiants. Je vais commencer par vous donner la vision que j'avais du Scala quand je me suis renseignée pour ce poste. Je vous parlerai de mes découvertes sur le sujet. Je vous évoquerai le contexte et les outils que j'ai utilisés dans cet apprentissage. Il sera ensuite question des notions qui m'ont déroutée, aussi de celles qui m'ont particulièrement plu. Je vais conclure cette présentation sur les suites à donner à l'acquisition de ces nouvelles compétences et je vous évoquerai aussi le projet ScalaQuest. Scala, je ne connaissais pas du tout. Je me demandais si c'était ce qui allait succéder à Java. Bon, maintenant, je suis juste convaincue que c'est un langage qui va continuer à gagner en notoriété auprès des développeurs orientés programmation objet, mais aussi ceux qui font de la programmation fonctionnelle déjà. En me renseignant sur le Scala, j'ai compris que c'était un langage multiparadigme, donc avec cet aspect programmation orientée objet, cet aspect programmation fonctionnelle. Je trouvais l'idée assez contradictoire, c'est ce qui a suscité ma curiosité. J'ai aussi compris que c'était le langage que choisissaient les développeurs qui avaient besoin de performance en termes de gestion de concurrence, de scalabilité, donc j'avais envie d'en faire partie. Je me suis remémoré mes cours de programmation fonctionnelle. Là, je me suis dit que j'avais quand même pas mal galéré, mais qu'au final, trouver un algorithme récursif, c'était assez gratifiant, donc pourquoi pas s'y remettre. On est tenté de faire un rapprochement avec le mot italien scala, qui signifie escalier. Donc peut-être qu'apprendre le Scala, c'est le début d'une ascension vers la lumière, loin des développeurs PHP. Ou alors c'est juste parce que à l'Institut fédéral polytechnique de Lausanne, où M. Oderski enseigne et est un des précurseurs de ce projet, il y a cet escalier-là. Vous avez sûrement reconnu le logo. Une de mes premières découvertes sur le Scala, ça a été que c'était un langage fortement typé avec une inférence de type. Là, je vous ai mis un exemple de comment on peut déclarer une map en Scala. Donc on voit très bien que si on veut une clé de type integer et une valeur de type string, il suffit d'écrire ça. Et c'est automatiquement compris par le compilateur. Là où en Scala, en Java, il aurait fallu écrire tout ça. Donc clairement, cette économie m'a plu. Ensuite, j'ai très vite compris qu'il y avait une communauté très active, un écosystème assez développé. Je vous ai mis un aperçu de ce qu'on peut voir rien que pour la librairie Cat, par exemple. Donc on voit pas mal de forks, on voit pas mal de contributeurs, plein de releases. Le Scala, c'est un langage compatible avec la JVM, puisque ça se base dessus. La JVM étant plutôt pas mal optimisée pour la compilation des programmes, aussi au runtime. Ça nous donne accès à un bon nombre de librairies Java. Donc je me suis dit, je vais peut-être retomber sur quelque chose de connu, ce qui était un peu rassurant. Avec le Java, on a une promesse de performance et de stabilité au runtime, donc autant détecter les erreurs au plus tôt. Pour ce qui a été des outils, j'ai trouvé l'offre assez large. Je pense que j'ai débuté comme pas mal de gens qui veulent se mettre au Scala avec les cours de Coursera. J'ai trouvé les explications claires, il y avait pas mal d'exemples. On a aussi un aperçu de la philosophie de la création du projet.
des intégrations successives à Java, puis un projet pizza, avant de devenir un projet Scala à part entière. J'ai aussi utilisé Scala Exercise pour vérifier ma compréhension de concepts bien précis. Donc là, on cible des notions et on voit directement si on a compris ou non. J'ai renforcé ma compréhension de la théorie avec des posts de Daniel Westside. Il vulgarise pas mal, c'est vraiment intéressant. J'ai aussi feuilleté le livre, donc c'est sur ce livre-là que se basent les cours de Coursera. Donc on peut approfondir ce qui nous a intéressés. Je me suis risquée à quelques exercices supplémentaires sur le livre de Manning, mais je vous avoue que je les ai trouvés assez durs. Et j'ai aussi eu les TP prévus par l'entreprise sur la manipulation de listes, d'arbres, de séquences d'ADN ou encore de jeux Pokémon. Pour les outils, principalement IntelliJ, il y a des plugins adaptés au projet Scala. Bon, évidemment l'interpréteur Scala pour tester des petites choses. Et si on n'a pas envie d'installer tout l'environnement, on peut passer par Scala Fiddle. Ce qui m'a le plus motivé dans l'apprentissage du Scala, c'est que j'ai pu entrevoir assez rapidement les projets sur lesquels j'allais pouvoir appliquer ces nouvelles compétences. Donc j'ai utilisé des frameworks, le framework WebPlay, HTTP ou encore Slick. Donc ça s'est fait petit à petit. J'ai créé des endpoints, d'abord en Play puis en HTTP. Ça m'a permis de voir que HTTP ça pouvait être un peu plus bas niveau, un peu plus déroutant. Je suis allée chercher des informations en base avec Slick. Je les ai remontées sur des couches de services, de contrôleurs. On peut aussi apprendre le Scala avec Spark. C'est ce que font les gens qui font du big data ici. Ça se fait aussi très bien. J'ai eu la chance d'être entourée par des personnes patientes et expérimentées qui n'hésitaient pas à faire des code reviews bien détaillés. Parce que le Scala, c'est un langage assez puissant et je trouve que si on n'a pas l'expérience, on ne peut pas savoir comment l'exploiter au mieux. Quand j'ai commencé à programmer, il a fallu que j'abandonne quelques habitudes liées à la programmation orientée objet. J'étais à la recherche de boucles itératives. Donc dès qu'on met un doigt dans le Scala, on se rend compte que tout existe dans l'API collection et qu'on itère sur des listes avec des maps. Des mots-clés rassurants comme les returns. En Scala, on se rend compte assez vite que c'est la dernière ligne du code de la méthode qui nous donne le résultat. Ou encore des new à la création d'instances. En utilisant des case class, on a directement une méthode apply qui peut nous servir de factory. Du coup, on n'a pas besoin d'avoir recours à new. Mais le plus compliqué, ça a été l'absence de valeurs mutables. Au début, on veut tricher, on veut utiliser des buffers, on veut essayer de contourner le problème. Sauf qu'on se rend compte assez vite que l'absence de valeurs mutables, c'est une des principales caractéristiques de la programmation fonctionnelle. Et quand on comprend ses avantages, donc éviter d'avoir des effets de bord, un état de la mémoire ou une variable qui ne contient pas ce qu'on a prévu, on se rend compte qu'on évite des problèmes de concurrence, de deadlock, et aussi qu'on peut mettre en place une évaluation retardée, mais on y reviendra plus tard. Du coup, la solution à court terme qui m'a été présentée, c'est d'utiliser simplement la classe copy, enfin la méthode copy. Comme son nom l'indique, on crée une copie de l'instance et on y insère les modifications qui nous intéressent. Dans la suite de mes trouvailles, il y a eu les traits. Donc les traits en Scala permettent de définir des variables, des méthodes abstraites, mais aussi d'avoir des méthodes définies. On peut hériter de classes, d'autres traits. La force du trait, c'est que c'est interprété par le compilateur comme une classe héritée. On ne peut pas encore mettre de paramètres dans le constructeur, mais ça va peut-être venir avec Dobby. Ensuite, j'ai découvert les options, les airs, les futurs. Donc là, je me suis dit, super, je vais pouvoir encapsuler mes données, les utiliser à bon escient dans des cas précis, sauf qu'au début, je vous avoue que j'étais un peu comme ce chat avec ce post-it. Une fois que j'avais mis mes données dedans, je ne savais pas comment les récupérer. Donc les options, un type générique qui permet de caractériser l'absence ou la présence de valeurs, avec deux sous-types, some et none. Ici, j'ai eu l'occasion de l'utiliser avec des méthodes qui prenaient en paramètre un identifiant unique et qui éventuellement pouvaient récupérer l'objet unique qui s'y rapportait.
Donc ici, je vous ai choisi un order. Dans notre domaine métier, ça signifie une campagne publicitaire. Sauf que en venant du Java, on ne sait pas comment l'exploiter au mieux. On veut juste vérifier qu'éventuellement il y a quelque chose dans notre option. On veut le récupérer, ou sinon on veut faire comprendre à l'utilisateur qu'on n'a rien trouvé. Sauf que la force de l'option, elle est toujours pareil dans l'API collection qui propose un get or else. Ce qu'il y a d'intéressant ici, c'est qu'on est obligé de prévoir un traitement dans le cas où la valeur n'est pas présente. Et si on veut faire plaisir aux puristes, on a un style encore plus fonctionnel, avec du fetch, du for each. Dans la même idée, j'ai trouvé les heures. Donc il y avait des projections à gauche, à droite. Par convention, on mettra l'échec à gauche, le succès à droite. La différence ici avec l'option, c'est qu'on va se soucier de savoir pourquoi on a eu une erreur de façon un peu plus claire. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir les collecter, on ne va pas arrêter notre traitement parce qu'on a trouvé une erreur, on ne va pas s'engouffrer dans un traitement d'exception, on ne sait pas si ça finit. Au final, on va se retrouver avec un null pointer exception, donc ce n'est pas l'idéal. Donc là, j'ai pris une méthode de division. Si ça réussit, on a notre résultat à droite, comme ici, division de 4 par 2. Si on cherche à diviser par 0, ben, on aura une erreur explicite. Et là, même idée, comment le récupérer? Je prends peut-être ce qui a réussi ou à gauche en cas d'échec. Sauf que là, on va avoir recours à un fold où on va prévoir une méthode à exécuter en cas d'erreur, une méthode à exécuter en cas de succès. Donc le fold, c'était clairement pas automatique au début. Ce qui m'a intéressé le plus dans le Scala, enfin, ce qui m'a rendu le plus curieux, c'était savoir comment l'approche de Scala pour la gestion de la concurrence. Donc j'ai compris que ça se faisait avec des futurs qui avaient une idée d'execution context qui pouvait être global, local, qui avait toujours un pool de threads, on pouvait entendre parler d'acteurs, de callback. Mais je vous avoue que ma compréhension de la future se limite à un endroit où je mets ma valeur et je ne suis pas sûre qu'elle existe encore, qu'elle a fini d'être calculée, qu'elle sera calculée un jour. Il y a aussi la notion de promise qui est attachée à celle de futur, parce que la future ne propose qu'une interface de lecture de la valeur, sauf qu'à un moment il a bien fallu l'écrire. Donc on voit que futur et promise sont liés. Si on demande plusieurs fois à une promise ce qu'il y a dans une future, on va avoir invariablement la même réponse. Parce que toujours pareil, on a des valeurs immutables. Donc une future pour moi c'est un peu un chat de Schrödinger. On ne sait pas si c'est là, ça sera peut-être un jour, jusqu'à ce qu'on ouvre, ou qu'on ait peut-être une exception. Ensuite il y a eu le pattern matching, ça a été la révélation. J'avais l'habitude jusqu'alors de passer par des switch else, des switch case, des if else if, des instance of ou autres castings un peu laborieux. Là, je peux itérer sur une séquence, je peux récupérer la classe, je peux adapter mon traitement. Donc ici, on prend un animal en paramètre. On voit que si c'est une classe fille oiseau, ben dans ce cas-là, l'animal peut voler. Sinon, on cherche à savoir s'il a un super pouvoir. Et sinon, son cas est un peu désespéré. Le pattern matching, c'est utile aussi pour avoir une approche fonctionnelle dans l'écriture de fonctions. Et il y a aussi quelques petites choses sur les listes. On peut aisément s'intéresser qu'au début de la liste, garder la fin pour plus tard et faire des appels récursifs. Ce que je vous ai mis dans le titre de ma présentation, le for compréhension, je pensais clairement que ça allait régler tous mes problèmes. Ici, on voit qu'on itère sur une première liste. Notre variable d'itération, i, sert de borne à la deuxième itération. On a un filtre qui nous dira si la somme de ces deux variables d'itération est un nombre premier, auquel cas on va afficher le tuple. Ce qui s'écrit avec un for compréhension comme suit, donc on a le sentiment que c'est plus clair, qu'on a aplani les choses, qu'on comprend mieux ce qui se passe, donc avec toujours les deux listes qu'on fait défiler, la condition et le résultat affiché ici. Donc je me suis dit, tiens, je vais pouvoir désencapsuler tout ce qui me gêne, et je vais tout mettre à droite et je ferai ce que je veux dans le yield. Sauf que si on cherche à mélanger à droite des choses encapsulées dans des futurs, des options ou encore des DBIO,
Ça ne marche pas. Petite déception. Ce qui a été intéressant aussi par rapport à Java, c'est l'approche Cascala des fonctions. On peut écrire une fonction dans une fonction, on peut donner une fonction en paramètre d'une fonction, et on peut même demander à une fonction de nous retourner une fonction. J'ai trouvé ça fabuleux. Quand j'ai commencé à coder vraiment, je me suis retrouvée avec quelques horreurs de ce style. Et là intervient ce mème qui devient un peu célèbre dans notre équipe, FlatMap That's It. Si on se retrouve avec une future de string, c'est que clairement on a enchaîné deux maps alors qu'on aurait pu régler le problème avec un flatmap et se retrouver simplement avec une future de string. D'autres petites bouées de sauvetage, future.séquence, on transforme une séquence de future en future de séquence. Donc là on a juste à désencapsuler la future et on se retrouve avec notre donnée. C'est plus facile de faire un traitement. Si on a besoin de placer notre donnée dans une future et qu'on dit qu'elle est en succès, qu'elle est complétée, on a recours à future.successful. Et si on a besoin de placer nos données dans la projection droite d'un laser, on a recours à map.mapTheRight.apply. En conclusion, je dirais que j'ai encore pas mal de librairies à maîtriser. Jusqu'à maintenant, dans les projets de l'entreprise, j'ai eu l'occasion de manipuler Cats, Circe. Il me reste encore Adobe, Shapeless et bien d'autres. Vous pouvez retrouver toutes les librairies sur TypeLevel. À creuser pas mal de concepts, notamment les freemonades. Il y a des grands fans dans mon équipe. En somme, à progresser dans la matrice. Quand je dis matrice, je parle de la matrice de compétences de M. Oderski. Donc là, clairement, avec tout ce qu'on a évoqué, on est déjà entre le niveau 1 et 2. Où il y a aussi la matrice patatoïde de Julien Lafont. Où là, on a vraiment des termes que je ne comprends pas encore en rose. Ce qui est intéressant avec le Scala, c'est que son apprentissage va devenir de plus en plus ludique. Donc le projet ScalaQuest, c'était un projet qui avait été lancé sur Kickstarter, qui a dépassé le financement espéré, et qui propose aux joueurs d'apprendre des notions de Scala comme des défis, et d'accéder au niveau supérieur comme ça, à l'air de rien. Je vous laisse là-dessus. Apprendre un nouveau langage, c'est rajouter une corde à son arc. Ce qui est intéressant avec le Scala, c'est qu'on a une gymnastique intellectuelle un peu forcée, vu qu'on a cette partie orientée objet, cette partie fonctionnelle. On peut être tenté d'aborder un problème avec deux approches différentes, en espérant vous avoir convaincu d'essayer le Scala ou d'approfondir d'autres notions. Merci.